Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. On va parler de sujets qui intéressent les Bruxelloises et les Bruxelloises. Et pour en parler, on aura deux invités politiques et évidemment nos deux experts non politiques. Aurore Pénois, journaliste à Vivre Ici, RTBF, bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés, Vincent Liévin, journaliste santé aussi, et qui réalise une à deux interviews spéciales le dimanche pour Sud Presse. Bonjour. L'événement, c'est ce budget bruxellois qui n'arrive pas à atterrir. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on l'attend. Mais c'est aussi le budget fédéral qui, lui, a atterri. Il a été bouclé cette semaine, en début de semaine. Et puis on pourrait aussi revenir sur les communes et qui ont du mal à boucler leur budget. Bref, équilibrer dépenses, recettes et parfois dettes, c'est compliqué. Alexia Bertrand, la bruxelloise secrétaire d'État Open VLD du gouvernement fédéral, expliquait l'accord intervenu début de semaine dans Bonjour Bruxelles. On sera sous le seuil magique, appelons ça comme ça, des 3% en 2026, parce que là, on regarde la maison Belgique, c'est-à-dire l'État fédéral, mais aussi les régions, les communautés, les entités, les pouvoirs locaux. Ici, notre obligation vis-à-vis de l'Europe, c'était que nous, État fédéral, ce qu'on appelle techniquement l'entité 1, on soit à 3% maintenant en 2024. On sera sous les 3%, nous, l'entité 1, et j'espère que les régions et les communautés respectent, elles aussi, le trajet qu'elles se sont imposées. Donc ça, c'est un appel aux autres niveaux de pouvoir. Alors oui, et je crains de ce que j'entends, de ce que je lis, que ce ne soit pas le cas. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, l'État fédéral, on respecte nos engagements, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ouais, il fallait trouver donc 1,2 milliard, on peut même dire 1,6 milliard ou 1,7 milliard si on prend toutes les nouvelles mesures qui ont été mises sur la table. Vous allez récupérer 150 millions auprès du secteur bancaire en imposant une taxe sur les avoirs à partir d'un certain montant, d'un certain nombre de grandes banques. Où est-ce que vous trouvez finalement 1,2 milliard ? Alors, on le trouve, comme toujours, de façon équilibrée entre trois postes. C'est la règle ce qu'on appelle un tiers, un tiers, un tiers. On le trouve un tiers en recettes nouvelles, un tiers en réduction de dépenses et puis un tiers dans des divers. Donc, si on regarde les réductions de dépenses, eh bien, on va faire un effort sur notre appareil d'État, 150 millions. Ça veut dire moins de fonctionnaires ? Non, ça ne veut pas dire moins de fonctionnaires, ça veut dire que chaque fois qu'on peut, on va faire des gains d'efficience, on va optimaliser, on va regarder si les projets doivent être réalisés, on va regarder dans les crédits de fonctionnement si on peut faire des efforts, effectivement. Peut-être du personnel où il n'y a pas de nécessité de renouveler. Chaque département le fera comme il juge bon. Alors, Aurore Pénois, on se rend compte que c'est toujours difficile, un budget. Là, on voit un budget qui atterrit, les autres, c'est plus difficile. Oui, ça a l'air effectivement encore plus compliqué que d'habitude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être une augmentation des taxes, parce qu'on a déjà vu sur les précomptes dans différentes communes qu'en ce moment, finalement, les propriétaires bruxellois étaient encore ceux qui passaient à la caisse. Ici, il y a effectivement le côté bancaire qui annonce aussi qu'ils vont aller récupérer d'une manière ou d'une autre. Et je me pose la question sur la réduction de personnel. On dit que ce sera des contrats qui ne seront pas reconduits, mais ça veut dire que ce sont... Ou des fonctionnaires non remplacés. Non remplacés, donc ça veut dire que ce n'est pas de la création de l'emploi. Or, Bruxelles a besoin effectivement de création d'emplois, donc je ne suis pas très optimiste sur la suite. Et vous, Vincent Liévin ? Surtout que c'est le dernier budget du gouvernement, donc c'est toujours quelque chose... Avant les élections. Oui, c'est ça, donc c'est très difficile. C'est un budget où il ne faut pas te fâcher. Et par ailleurs, c'est vrai que je rejoins, parce qu'aujourd'hui, dans les trains, par exemple, on a besoin de gens qui accompagnent, des accompagnateurs, des chauffeurs. Et là aussi, il faut des personnels. Et donc, ce n'est pas en coupant qu'on aura du personnel. Non, mais là, on peut dire que le fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont fait leur exercice. La région n'a pas terminé les siens. Les communes l'ont fait, mais c'est compliqué. Et on va voir l'avis de nos deux politiques. On va les accueillir. Ils n'ont pas grand-chose en commun, en fait. En entrant en studio, ils ne se sont jamais rencontrés. L'un est juriste de formation, bourgmestre d'une commune du nord de la capitale, et a eu une carrière de haut fonctionnaire et de chef de cabinet. L'autre est philosophe de formation, député fédéral dans la majorité fédérale. Elle brigue un poste de bourgmestre dans le sud de Bruxelles et a fait une première carrière dans le milieu associatif. Je leur propose de rentrer. Fin du suspense, vous voulez savoir qui est là. On accueille Séverine Delavelay, députée fédérale écolo et candidate bourgmestre à Forêt. Bienvenue. Bonjour. C'est pas la première fois que vous venez, mais voilà, c'est la première fois que vous venez en tant que candidate bourgmestre, en tout cas. Absolument. Ça, c'est clair. Et Christian Lamouline, qui lui est bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, les engagés. Bonjour.
c'est pas la première fois qu'il vient aussi, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois un bourgmestre et une députée fédérale, 2 niveaux de compétences totalement différents, mais quand même intéressé par sa commune. C'est le cas de Séverine de Lavelay. On va peut-être commencer par vous, Séverine de Lavelay. Donc le budget fédéral, là vous l'avez davantage suivi, évidemment. Quelle est votre impression? Le fait d'avoir taxé les banques, c'était suffisant? C'est une bonne affaire pour le fédéral? Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Je voudrais d'abord saluer le fait qu'on a réussi dans les temps impartis, et on sait à quel point c'est difficile avec la majorité fédérale actuelle de pouvoir s'entendre, et nous y sommes parvenus. Enfin, c'est-à-dire que Donc tout le monde a dû mettre un peu d'eau dans son vin? Oui, et je pense qu'on vient d'entendre la secrétaire d'État au budget. On voit à quel point c'est difficile de pouvoir trouver à la fois des leviers en termes de limitation de dépenses et pour pouvoir aller chercher des nouvelles recettes. Alors c'est sûr que comme écologiste, on a veillé à tous les moments du débat budgétaire à ce que les efforts à faire ne se retournent pas contre les citoyens et les citoyennes que nous sommes, et qu'elles ne se fassent pas au détriment de la transition écologique dont on a tellement besoin. Alors voilà, chacun a obtenu un petit peu. Qu'est-ce que vous avez obtenu, vous? Alors, les écolos, vous, par exemple, c'est quoi la gommette que vous mettez sur votre veste? Alors, je pense qu'on doit pouvoir reconnaître qu'il y a eu des investissements majeurs dans le rail, ce qui n'avait plus eu lieu depuis 20 ans. Alors, est-ce que c'est encore suffisant? Est-ce qu'on voit déjà les résultats? Je peux comprendre qu'on aimerait bien voir ça avancer un petit peu plus vite. Et l'investissement dans les énergies renouvelables, qui ont explosé comme jamais avant, et on est sur une excellente trajectoire pour obtenir... Et aussi l'argent destiné aux demandeurs d'asile, qui était débloqué pour pouvoir les accueillir un peu plus dignement. Alors, merci de le rappeler, parce que ça passe souvent un petit peu sous les radars, mais l'obligation de la Belgique d'accueillir toutes les personnes qui le demandent sur notre territoire, c'est une obligation internationale. On n'est pas en mesure de le faire dignement encore aujourd'hui, et je pense que c'était bien que les écologistes rappellent cette priorité et qu'on puisse dégager des moyens supplémentaires. Donc ça veut dire qu'en 2024, à partir du 1er janvier, il n'y a plus de problème, tous les demandeurs d'asile seront accueillis? Malheureusement, si c'était aussi simple, ce serait merveilleux. On sait que le bras de fer est énorme, notamment avec les communes, pour que les communes fassent leur part. Ça tombe bien, on a un bourgmestre à côté. Mais c'est évidemment pas la responsabilité des communes, ça reste la responsabilité de la secrétaire d'État fédérale pour trouver des solutions. Mais là, elle aura des moyens, en tout cas. Elle a des moyens, en tout cas, supplémentaires, et donc on ne veut plus d'excuses, on veut des résultats. Oui. Christian Lamouline, peut-être d'abord là-dessus, est-ce que vous, en tant que bourgmestre, vous accueillez déjà des demandeurs d'asile? Est-ce que vous êtes prêt à en accueillir davantage dans la petite commune de Berchem-Saint-Agathe? Donc nous n'avons pas particulièrement d'accueil de demandeurs d'asile sur Berchem-Saint-Agathe en ce moment. Ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, moi, ce que je regrette quand je vois ce qui ressort de ce budget fédéral... Attendez, avant de parler de ça, répondez quand même. Est-ce que demain, si la secrétaire d'État, Nicole Demau, vous dit « Ah, monsieur Lamouline, j'aimerais bien installer un endroit, 50, 100 personnes, demandeurs d'asile », qu'est-ce que vous lui dites? Mais le problème, c'est qu'il faut des lieux qui sont adaptés. Parce que mon expérience, c'est que depuis quelques années, dans des communes, des localisations sont choisies qui ne sont pas adéquates par rapport au quartier. Et donc, moi, quand j'examine un peu la configuration de ma commune, je ne vois pas vraiment de bâtiment qui est adapté et qui est prêt pour pouvoir en accueillir. Et accueillir des demandeurs d'asile dans des conditions qui ne sont pas optimales, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, moi, je n'en vois pas a priori sur ma commune. C'est une réponse franche, en tout cas, et directe. Alors, votre réaction sur le budget fédéral et peut-être plus globalement sur les budgets, quand on travaille sur les budgets? Voilà. Alors, donc, je suis assez déçu de constater dans ce budget que la sécurité ne semble pas être une priorité pour ce gouvernement fédéral. Moi, je suis bourgmestre et je participe à la gestion d'une zone de police qui est Bruxelles-Ouest, qui est la 5e zone du pays en population et qui est la 35e en termes de financement. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans, le financement de la police n'a pas été adapté et n'a pas suivi l'évolution démographique. Or, on est confronté à Bruxelles de plus en plus à des narcotrafiquants, à de la criminalité organisée. Les fusillades dans certaines communes témoignent qu'on n'est pas avec des enfants de cœur et les moyens manquent. Et donc, moi, j'aurais espéré, on a des débats depuis des années sur ce refinancement des zones de police
surtout à Bruxelles, et j'aurais aimé que des moyens soient dégagés pour ce faire et pour nous aider dans notre tâche. Que nous, comme bourgmestre, on est responsable de la sécurité dans nos communes, et donc on est confronté à nos habitants qui sont désabusés par le manque de moyens qu'on peut avoir pour combattre la criminalité organisée. Et ça, je trouve, c'est une occasion ratée. Alors oui, il y a eu des choses, visiblement, pour acheter des hélicoptères, pour acheter des équipements, mais je trouve que pour le financement de la police de proximité, ça aurait été très important d'avoir un geste du fédéral en la matière. Une réponse là-dessus, Séverine Delavelay? S'il y a quand même des éléments dans le budget qui répondent à ces questions-là? Mais d'abord, reconnaître que quand le fédéral serre la ceinture, il y a un impact sur tous les niveaux de pouvoir. Et il est sûr que les communes sont en première ligne pour répondre aux besoins directs des populations, que ce soit, j'entends, en termes de sécurité, mais c'est aussi le cas pour les CPAS, c'est aussi le cas pour les investissements dans les grandes infrastructures et dans la transition. Quand le fédéral serre la ceinture, il y a un impact direct sur les communes. Et donc, je peux en partie vous rejoindre. On aurait pu espérer avoir un plus grand effort en termes de justice fiscale, de nouvelles recettes qui auraient pu aller soulager les régions, et singulièrement la région bruxelloise et les communes, les 19 communes qui sont derrière. Mais c'est étonnant parce qu'effectivement, c'est un discours sur la sécurité, de renforcement de la sécurité qu'on entend dans beaucoup de partis. Donc comment est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous auriez tous en commun autour de la table? Bon, vous n'étiez pas, vous, personnellement, autour de la table, donc je ne vais pas vous demander les secrets, mais manifestement, ça n'a pas été une priorité spécifique. Je pense que... Comme les demandeurs d'asile, où là, finalement, on est arrivé à débloquer un budget. En fait, il faut quand même reconnaître que les moyens de la justice et les moyens de la ministre de l'Intérieur ont évolué. Ils sont quand même sur une marche de progression, et notamment les moyens de la justice ont augmenté de façon assez significative sous la Vivaldi, beaucoup plus que sous la législature précédente. Et donc les nouveaux moyens arrivent. Il s'agit maintenant de les organiser de façon effective pour que ça puisse répondre aux besoins directs des citoyens et des citoyennes. Vincent Guivin. Mais qu'est-ce que les communes attendraient du fédéral? Donc de manière très claire, la fameuse norme sur laquelle est calculée la dotation qui vient du fédéral aux zones de police n'a pas évolué, en tout cas en proportion avec la population depuis des années. Il faudrait que ces chiffres soient revus et que donc les zones de police reçoivent plus de moyens. Parce que le fait de ne pas avoir assez de moyens du fédéral a comme conséquence que ce sont les communes qui doivent mettre de leur poche pour la sécurité, alors que normalement c'est une mission qui doit être couverte. Donc c'est ça. Alors il y a un débat depuis des années sur la révision de ces fameuses normes, on les appelle normes KUL, c'est technique, mais sur ce financement. Mais donc c'est pas logique qu'on se trouve dans une situation dans laquelle le financement n'a pas suivi la croissance, alors qu'on voit tous les jours dans l'actualité que les communes de Bruxelles, mais c'est le cas d'Anvers aussi, c'est le cas de grosses villes, sont confrontées à une délinquance problématique. Donc il faut qu'on ait les moyens d'assurer la sécurité de nos habitants et de faire face à cette criminalité qui est devenue très organisée et très complexe. Ça, c'est la demande concrète. Berkami, vous en combien, plus ou moins? C'est au niveau de la zone de police. Donc nous, on fonctionne au niveau d'une zone de police de 5 communes. Et donc, il faut... donc à Molenbeek, Gansoren, Kokelberg, Jet. Le manque à gagner, entre guillemets. Oui, c'est ça, sur le terrain, il manque quoi? Mais c'est difficile de chiffrer. C'est un cinquième chez vous. C'est un financement qui vient pour partie. Le financement n'est pas suffisant. Voilà, donc c'est difficile de chiffrer exactement. Par exemple, nous bénéficions d'un plan Canal également de lutte contre le radicalisme. Et là, c'était une trentaine de personnes. Et bien, ces crédits fondent comme neige au soleil, comme s'il n'y avait plus de problème de radicalisation ou de radicalisme. Et donc ça, c'est interpellant. Donc, c'est demander au moins qu'on maintienne les efforts qui ont été faits et qu'on refinance. Maintenant, si on peut déjà avoir quelques dizaines d'effectifs en plus, c'est bien sur une zone comme la nôtre. Mais c'est important que cette décision soit prise. Et je comprends bien que quand les moyens budgétaires manquent, il faut faire des choix. Mais la politique, c'est de définir des priorités et des choses qui sont moins prioritaires. Mais est-ce que c'est des nouvelles taxes, par exemple? C'est un peu ce que Séverine Delavelay voulait dire. On pourrait peut-être taxer plus certains. Est-ce que c'est une solution? Christian Lamoulinet et après Christian Lamoulinet. Alors, moi, je suis toujours comme optique qu'il faut d'abord chercher à réduire les frais de fonctionnement et les dépenses. C'est ce que moi je fais dans ma commune, puisqu'on prépare aussi nos budgets. Vous trouvez que le fédéral ne le fait pas assez? Oui, je crois qu'il y a moyen de le faire plus. Maintenant, il y a des moments où dans certains domaines, on arrive à l'os, et donc c'est difficile d'aller plus loin. Mais je trouve que c'est d'abord les pistes qu'il faut privilégier avant d'aller chercher derrière cette nouvelle, en tout cas la taxation, qui pour moi doit être la dernière solution s'il y a moyen de rien faire d'autre. Mais qui bloque, Séverine Delavelay, qui bloque? Est-ce que c'est les partis flamands qui bloquent? Ou est-ce qu'au sein de la Vivaldi, il y a des francophones qui bloqueraient le fait de mettre plus d'argent dans la sécurité?
Non, dans la sécurité, pas sur nécessairement. Sur les normes KUL, par exemple. Non, et je pense que c'est juste une question avec une enveloppe fermée de où est-ce qu'on met ces billes. Donc on a augmenté l'argent de la justice. Donc voilà, on ne met pas d'argent dans la police, on ne met plus, on met moins. Une partie de la police parce que c'est lié à la justice, mais voilà, la question du coup qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on ramène plus d'argent dans les caisses de l'État. Là, vous ne dites pas la même chose tous les deux. Hein. Non, c'est-à-dire que si on veut répondre à toutes les priorités, protéger les plus fragiles, renforcer la transition écologique et répondre aussi aux questions de sécurité et de justice, ça nécessite des moyens adéquats. Et ça reste le grand tabou aujourd'hui au niveau fédéral. C'est comment est-ce qu'on va aller chercher de l'argent où il est. Et ça nécessite une plus grande justice fiscale et plus de moyens dans la lutte contre la fraude, parce que là, c'est des milliards à aller chercher et dont on trouverait tous et toutes notre compte sur le terrain avec un meilleur soutien notamment des communes. C'est une question qui se pose aussi au niveau régional et au niveau communal. Bon, la région n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est clair qu'on parlait de taxe Smart Move, on parle du foncier européen, il faisait allusion, qui a augmenté. Donc là, on fait quand même payer une catégorie de la population. Comment est-ce qu'on va chercher de l'argent dans une région où la précarité est extrême et où les gens qui ont le plus d'argent quittent la région? Comment est-ce qu'on arrive à trouver une solution? Séverine Lablé et puis Christian Lamouline. C'est sûr que la région Bruxelles-Capitale, pour ça, est en grande difficulté parce que leurs leviers fiscaux sont très faibles. Et donc, ils sont obligés de réfléchir à la fois sur limiter les dépenses, et c'est-à-dire faire mieux avec moins de moyens. Et c'est vrai qu'au niveau du levier fiscal, il y avait quelque chose dans l'accord de majorité bruxellois qui était le levier du Smart Move, qui a été un peu malheureusement tué dans l'œuf, mais qui est aujourd'hui... ou par certains partis? Par certaines familles politiques, qui plutôt que de voir que c'était plus juste. Mais on sait que les blocages viennent tant de la famille socialiste que de la famille libérale. Mais ceux-là ne sont pas au pouvoir. Non, mais sauf qu'ils pèsent au niveau du poids wallon pour se faire entendre au niveau bruxellois. Exact. Et donc là, il y avait un levier, et qui est d'ailleurs toujours en débat, parce que c'est, contrairement à ce que certains essayent de dire, c'est un levier juste. Faire contribuer les personnes en fonction du nombre de kilomètres qu'ils font est plus juste que de faire contribuer tout le monde de la même façon. Et surtout faire contribuer les nafteurs. Christian Lamouline. Là-dessus, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre tout ça ensemble? Oui, je voulais quand même signaler en lien avec le dossier précédent que la sécurité, c'est la police, la justice, c'est la prévention. Et la région a réduit les crédits de prévention de proximité, ce qui montre aussi qu'à tout niveau de pouvoir, on limite la question de la sécurité. Alors, moi, ce que je constate par rapport au budget régional, c'est que la dette de la région, je crois, a triplé pendant la législature, en passant de 3,5 milliards à 10 milliards d'euros. C'était énorme. Et il y a un certain nombre... C'est peut-être la faute du gouvernement précédent, où se trouvait le CDH, à mon avis. Je vais continuer mon raisonnement. Il y a un certain nombre de grands investissements qui ont été stratégiques, 500 millions par année, qui ont été sortis également et qui ont servi à acheter du matériel roulant ou à entretenir les tunnels. Je ne dis pas que ce n'est pas stratégique, mais en tout cas, c'est des choses de base qui devraient être faites, qui pour moi ne relèvent pas du stratégique. Alors maintenant, évidemment, quand on est dans la situation où on est, des mesures doivent être prises. Et à mon sens, le gouvernement régional doit donner la priorité à la réduction des dépenses. Et donc j'ai 3 idées en tête. D'abord, il y a tout le projet Canal. Alors je conçois bien qu'en matière de culture, c'est important d'avoir un projet Canal. Vous parlez du Canal Centre Pompidou. Oui, exactement. Pas le plan Canal. Non, je ne parle pas du plan plus Canal. Pour le plan Canal, je parle du projet musée, projet musée qui est en cours de réalisation. Oui. Et donc, entre avoir un musée et puis un à taille humaine, qui me semble être la logique, et à voir ce qui se dessine maintenant, et quand je vois l'argent qui a été investi là-dedans, je trouve que la dimension est bien trop large et trop grande. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a constaté à Bruxelles la création d'un certain nombre d'acteurs publics. On a une lasagne d'institutions, on a démultiplié les institutions. Vous parlez des administrations. Oui, c'est ça, des administrations, des organismes d'intérêt public, avec chaque fois des bâtiments séparés. Donc la logique me semblerait être de simplifier tout cela, de rationaliser, de regrouper, ce qui va dans le sens inverse de ce qu'on a fait ces dernières années, en effet, et qui est générateur de coûts. Et puis alors, il y a aussi, par exemple, la taille des cabinets ministériels. Bon, je crois qu'il faut des cabinets ministériels, mais il y a certains cabinets qui sont d'une taille vraiment trop importante. C'est des pistes, il y en a d'autres. Mais donc, je crois qu'il y a moyen, du côté des dépenses, d'agir pour essayer d'assainir un peu ce budget régional.
On va passer à notre sujet suivant, parce qu'on a parlé aussi beaucoup de grands travaux dans Bruxelles. Alors, ça coûte cher, qui doit payer? C'est toujours une question d'argent, hein, depuis le début de cette émission, et ça va continuer. Alors, est-ce que c'est la région qui doit payer, le fédéral avec Belliris? Est-ce que c'est l'Europe? Alors, exemple, avec la rénovation de la Place Royale, c'est un reportage de Bernard Denuy et Charles Carpro. Se succéderont au micro la secrétaire d'État Hans Persons et le patron de la STIB, Brieux de Meus. Nichée au cœur du quartier de la Cour, un quartier fondateur de Bruxelles, la Place Royale fera peau neuve en 2024. Ce matin, coup de pelle symbolique des autorités avant le lancement des travaux. Le projet de la région vise à rendre l'espace majoritairement piétonnier et à canaliser le trafic. On va d'une place qui est occupée de 80% par les voitures à une place où les voitures peuvent encore passer, mais uniquement sur 15% de la place. Une zone piétonne est prévue devant l'église Saint-Jacques sur Koudenberg. Fini le rond-point actuel, le trafic des bus et des voitures sera concentré sur une voie centrale à double sens sur les rails des trams 92 et 93. Nous devons changer les rails entre pratiquement la Place Royale et le Palais de Justice. Donc c'est des gros travaux. Les lignes ne sont pas impactées. Elles seront impactées temporairement parce qu'on va devoir les couper entre le 20 octobre et le 3 novembre parce qu'on doit mettre des rails provisoires. Donc là, les gens devront subir une interruption du 92-93 ici. Mais après ça, avec ces rails provisoires, on assurera le service. Objectif également, revaloriser le patrimoine architectural néoclassique du XVIIIe siècle, notamment autour de la statue de Godefroy de Bouillon. Belliris va s'occuper de réaménager les socles autour de la statue Godefroy de Bouillon et nous allons aussi installer des bancs pour que les piétons puissent s'installer et admirer la place. Cerise sur le gâteau, un éclairage devra mettre en valeur les façades des bâtiments adjacents. On veut vraiment mettre en avant et mettre en lumière ce patrimoine néoclassique. C'est vraiment réfléchi par des spécialistes, aussi des spécialistes en patrimoine, pour vraiment faire quelque chose de sobre qui met vraiment en avant les caractéristiques historiques des bâtiments. Le chantier est prévu pour 2 ans. Le budget total est estimé à 5 millions d'euros. Alors des projets comme ça, il y en a beaucoup dans Bruxelles, hein. Il y a toujours eu beaucoup de travaux dans Bruxelles, mais là c'est des travaux pour améliorer, pour rénover, et c'est parfois la région, parfois l'Europe, parfois le fédéral qui paye. Alors comment doit se faire cet équilibre? Peut-être Christian Lamouline d'abord. Est-ce que c'est clair de savoir qui paye à quel moment? Parce qu'on a, nous, l'impression de faire souvent des reportages sur des rénovations, des inaugurations, mais bon, c'est pas toujours très clair de savoir qui génère cela, où on a plutôt des gens qui disent « moi, je tiens absolument à ce qu'on dise que j'ai financé X% de ce projet ». Donc, moi, ce que je crois d'abord, c'est que la région de Bruxelles-Capitale, étant une région à part entière comme les autres, doit être capable d'assumer les propres dépenses. Et donc, pour ça, il faut un budget assaini. Et ça, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Tout à fait, oui. Deuxième chose, je crois qu'à Bruxelles, il y a un nombre très important de personnes qui tous les jours passent, qui viennent travailler, qui repartent. Et donc, ça crée une charge pour les services publics, pour nos infrastructures, et c'est normal qu'on trouve une manière de faire contribuer ces personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des refinancements qui ont été obtenus dans le passé par Bruxelles, et qu'il faudra un jour, si une nouvelle réforme de l'État se produit, revenir avec cette question de la taxation sur le lieu du travail, plutôt que sur le lieu de résidence à l'impôt des personnes publiques. Ça améliorerait très fort les finances de Bruxelles. Exactement, parce qu'à ce moment-là, c'est les gens qui viennent ici et qui travaillent ou qui ont une activité. Troisième chose, je crois qu'il faut faire comme je le fais dans ma commune, c'est qu'il faut maximaliser le plus de leviers de financement possible. Donc tout ce qui peut être pris au niveau de Belliris, pour autant que l'on donne des priorités, qu'on ne saupoudre pas et qu'on met des gros projets et qu'on exécute les montants qui sont prévus dans Belliris, tout ce qu'on peut obtenir par les fonds européens, le FEDER, il faut le faire. Moi, dans ma commune, je fais ça. Enfin, je ne bénéficie pas de Belliris, mais le FEDER, je le fais. Et donc, je crois qu'il faut maximaliser les aides et les financements que l'on peut avoir pour atteindre les objectifs qu'on veut. Séverine de Lavelay, on a parfois l'impression qu'au Parlement fédéral, notamment, et au gouvernement fédéral, il y a beaucoup de députés ou beaucoup de ministres qui ne s'intéressent pas beaucoup à Bruxelles et qui ne sont pas toujours favorables à donner plus d'argent à Bruxelles. Est-ce que vous constatez cela? On est 15 Bruxellois, toutes familles politiques confondues, sur 150. Donc il est sûr que c'est représentatif de la réalité belge, je ne questionne pas ça. Mais il est sûr que quand on vient avec la réalité de Bruxelles, ça paraît parfois assez loin des préoccupations de certains collègues. Et il y a même des familles politiques qui préfèrent montrer Bruxelles comme quelque chose qui est mal géré ou
qu'on supporte mais qu'on n'apprécie pas vraiment, alors qu'ils y sont tous les jours et qu'effectivement ils bénéficient des infrastructures, de la qualité de notre ville capitale qui est quand même, moi je suis une bruxelloise convaincue, extrêmement agréable et praticable. Et donc voilà, donc il faut effectivement se poser la question de comment est-ce qu'on peut renforcer malgré tout le financement de Bruxelles. Quelle est la stratégie? C'est vrai qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a une stratégie pour y arriver? Parce qu'on représente 10%. C'est vrai qu'on est très faible. Il faut des alliés. Il est vrai que Belléry, c'est 125 millions par an. C'est à la fois énormément d'argent. Et moi, je suis bien placée pour le dire. On a de la chance à Forêt d'avoir pour l'instant 2 projets subsidiés par Belléry, qui est la refonte du parc de Forêt. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais venez vous y promener. C'est la fin des travaux. Attendez encore quelques semaines. Et sinon, l'abbaye. Mais c'est une vraie plus-value pour les Bruxellois et les Bruxelloises. C'est ça le deuxième endroit. Et donc, c'est à la fois un projet environnemental de gestion d'eau et un projet culturel. Les Bruxellois ont besoin de soutien parce qu'ils ne peuvent pas le financer uniquement par eux-mêmes. Mais en attendant, on ne peut pas attendre que l'argent tombe du ciel, et donc il faut effectivement avoir une logique de sobriété et de bonne gestion dans les projets, parce que ce sont finalement, au bout du compte, essentiellement les Bruxellois et les Bruxelloises qui vont les financer. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on doit effectivement se poser la question de où vont les priorités. Si on veut développer la mobilité de demain et d'après-demain à Bruxelles, c'est un coût conséquent. Aujourd'hui, la STIB, c'est 1 milliard d'investissements par an. Ça a permis en une seule législature de développer plus de 30%, enfin un gain de 30% sur les bus, par exemple. Ça bénéficie directement aux Bruxellois et aux Bruxelloises que nous sommes. Mais si on veut le voir à long terme, il faut à un moment décider quels sont les projets qui sont les plus efficaces pour les Bruxellois et les Bruxelloises. Si métro il y a, il faut que le fédéral supplée l'argent que la région n'a pas. En tout cas, ça ne peut pas se faire au détriment des autres besoins des Bruxellois et des Bruxelloises en termes de mobilité et en termes de bien vivre dans notre région. Sur le métro Christian Lamouline, est-ce que là aussi, vous trouvez que le fédéral doit mettre davantage la main à la poche? Oui, c'est clair. Ce sont des infrastructures qui sont utilisées par des tas de personnes, pas que ceux et celles qui habitent à Bruxelles. Et donc, ce serait logique que le fédéral intervienne, bien entendu. Pour les prochaines élections, dans vos programmes respectifs, vous allez remettre sur la table le fait que les autres régions et le fédéral doivent participer à l'effort bruxellois? Est-ce que ce sera dans le programme d'écolo? Alors, je ne peux pas vous répondre de façon tout à fait précise. Parce qu'il n'est pas terminé, le programme aussi. Voilà, il est en train d'être finalisé. Mais Vincent, donc, n'hésitez pas à envoyer quelques phrases, et peut-être ce sera un donc, la question du financement de Belléris, bien sûr, mais on en a parlé tout à l'heure, la question d'une taxe intelligente sur la mobilité, c'est aussi un autre levier qui fait contribuer les régions. Donc, oui, bien sûr, on n'a pas de tabou sur ces questions-là. Et chez les engagés? Le programme n'est pas encore fini. Moi, je vais plaider dans ce sens, d'autant plus que moi, je suis demandeur pour ma commune à Berchem-Saint-Agathe, qui est en bordure et en entrée de région de sa capitale, qu'on étende le métro. Il y a tout le centre commercial et le grand supermarché, l'hypermarché qui s'y trouve. Et donc, je trouve que sur Charles-Quint, il faudrait qu'il y ait une connexion, que ce soit en métro ou en tram, en tout cas sur rail. Et donc, moi, je vais évidemment relayer cette demande. Qui aujourd'hui n'est pas prévue du tout, mais que vous voudriez voir. Aurore Pénois, une petite conclusion dans ce chapitre avant qu'on passe à autre chose? À vous entendre, je pensais à une chose qui fait râler tout le monde, mais qui finalement marche très très bien, c'est le projet Diabolo entre l'aéroport de Bruxelles et la gare du Nord, où finalement il se finance, s'autofinace, déborde d'ailleurs. Peut-être une taxe Diabolo sur les futures entrées, métro et autres, pour retrouver d'argent. Merci. On va passer à présent aux têtes d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Alors, vous allez en choisir un ou une, en tout cas celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Séverine Delavelay. Zoé Genot, qui quitte la politique et le Parlement bruxellois pour l'associatif. Ou Vincent Blondel, qui quitte l'UC Louvain et l'académique pour la politique, lui, chez les engagés. C'est deux sens. Claude Goldin, prix Nobel d'économie. Et enfin, le chat, qui fête ses 40 ans. Alors, qui choisissez-vous? Zoé, Vincent, Claude ou le chat? Alors, je vous avais dit que vous en connaîtriez au moins quelques-uns là-dedans. Alors, ce qui se passe, c'est que j'aimerais parler de. Vous pouvez parler que d'une personne. Oui. Alors, je vais aller forcément sur Zoé Genot parce que moi, je suis rentrée en politique assez tardivement dans mon parcours professionnel, et Zoé Genot fait partie des personnalités politiques qui m'ont le plus marquée dans mon parcours par son courage et par sa vision d'une écologie politique sociale.
radical, et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris, énormément nourri dans son parcours, et donc je voudrais en profiter pour saluer tout le travail qu'elle a fait. Donc elle fait un peu l'inverse de ce que vous avez fait. Oui. Si vous êtes passé de l'associatif à la politique, elle fait le contraire. Oui, mais comme vous le savez, chez les écologistes, on fait la politique que sur un temps, et donc c'est très sain à un moment, et c'est nécessaire, même pour nous, à un moment de pouvoir dire, c'est fini, j'ai besoin de me ressourcer ailleurs, porter mes combats ailleurs, c'est ce qu'elle fait, et on ne peut que la remercier pour l'énergie qu'elle a mis à améliorer la vie des Bruxellois et des Bruxelloises et des Belges en général, parce qu'elle a siégé au fédéral aussi avant. Donc merci à elle, et bon vent, mais je sais qu'elle ne sera pas très loin. Alors, vous, Christian, nous vous proposons 4 autres personnes. Georges-Louis Boucher, qui prolonge d'1 an sa présidence au MR. Eden Hazard, qui ne prolonge pas, lui, et prend sa retraite à 32 ans. Nous avons aussi Simon Biles, qui redevient championne du monde de gymnastique, c'est à Anvers. Ou Anne Fransen, la nouvelle procureure générale au parquet fédéral. Qui choisissez-vous? Georges-Louis, Eden, Simone ou Anne? Je vais prendre la dernière personne. Anne Fransen. Oui, que je ne connais pas, mais je saluais l'arrivée évidemment d'une dame à ce poste à responsabilité, et je suis content que là au moins on ait pu arriver à désigner, à trouver un accord pour une procureure générale au niveau du parquet fédéral. Je vous promets qu'on en reparlera dans l'émission. Parce que malheureusement ce n'est pas le cas pour le procureur général de Bruxelles, et donc je trouve qu'au moins là c'était une réussite. Donc chapeau, on va permettre au moins à ce niveau-là à la justice de fonctionner correctement. Très bien. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. C'est vous, Christian Lamouline, qui allez en choisir une. La loi anti-casseurs, qui serait peut-être à casser, la hausse du prix du timbre, qui énerve beaucoup, la semaine d'éducation aux médias qui démarre ce samedi, les F-16 qui sont livrés à l'Ukraine en 2025, en tout cas à partir de 2025, ou le juge Claes qui porte plainte pour différentes... Ah là là, oui, phrase, c'est pas du tout ça. C'est le juge Claes qui porte plainte pour intimidation. Voilà, ça c'est le dernier sujet, traduit sur notre panneau par phrase. Alors... Ce qui m'énerve profondément, c'est les F-16 pour l'Ukraine en 2025. Ça vous énerve qu'on en livre ou ça vous énerve qu'on les livre tard? Ça m'énerve qu'on les livre tard. On est face à un pays en guerre, un conflit actuel. Et on a un Premier ministre au nom d'un gouvernement qui vient nous dire qu'on va peut-être livrer en 2025 ces F-16 si le prochain gouvernement est d'accord de le faire. C'est prudent. Oui, mais je trouve qu'en termes de crédibilité, ça décrédibilise la parole de notre pays, et je trouve que c'est vraiment problématique. Donc moi, je trouve que c'est un véritable scandale, ce message qui est délivré à un pays en guerre. Et vous, Séverine de Lavelay, je rappelle que le dernier, c'est le juge Claes qui porte plainte. Mais... je vais en choisir un qui est difficile pour nous, qui est la loi anti-casseurs, parce que c'est effectivement un projet de loi qui nous préoccupe beaucoup comme écologistes, sur lequel on travaille depuis 1 an pour essayer de faire comprendre à la fois au ministre de la Justice et aux personnes qui l'ont demandé, et singulièrement le bourgmestre de la ville de Bruxelles, de leur faire comprendre des limites du projet qu'ils portent. Et nous étions à la rencontre des manifestants la semaine dernière qui ont défilé massivement dans Bruxelles pour demander que ce projet de loi puisse être retiré, et juste redire à chacun et chacune, on y travaille pour essayer de maintenir le droit de manifester pour tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne voterez pas cela? On n'en est pas du tout à la question de savoir si on va le voter ou pas. La VGTB a dit quand même qu'il y aurait un avant et un après, si vous le votiez. Alors, heureusement, on n'en est pas là. On a reçu un avis du Conseil d'État sur lequel on retravaille en très bonne intelligence avec nos partenaires de majorité pour trouver la meilleure solution possible. Donc, on en reparlera. C'est ça que ça veut dire. Alors, ils l'ont dit, c'est une rubrique au cours de laquelle vous allez réagir brièvement à en une phrase, sur des paroles fortes ou étonnantes. Ce sont celles de Sophie Merckx, la députée fédérale du PTB. C'était à la Chambre, mercredi. Je ne sais pas si vous étiez là, Séverine de Lavelay. Je qualifierai le Hamas de terroriste quand vous qualifierez Israël d'organisation terroriste. Votre réaction brève là-dessus, Séverine de Lavelay d'abord. Je trouve ça très choquant. À quelques jours du massacre fait par le Hamas des populations civiles israéliennes, c'est un scandale de mettre dans la même phrase si, même si on peut avoir une réflexion critique sur l'État d'Israël, bien entendu. J'avais dit une phrase. Christian Lamouline, là-dessus. Oui. Moi, je suis choqué. Le terrorisme doit être condamné, point barre. Il n'y a rien qui peut justifier des actes terroristes, et c'est ce qu'il faut dire. Mais on va rester un peu là-dedans, parce que j'ai choisi 2 photos pour Ils l'ont fait. Ça, c'est Ils l'ont dit, Ils l'ont fait. En parallèle, 2 manifestations qui sont tenues mercredi.
sans incident, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Place du Luxembourg, dignement avec des familles des otages détenus ou tués par le Hamas. Et rue des Petits Carmes, avec ceux qui demandent pacifiquement un cessez-le-feu. Mais il y a eu un dérapage quand même, donc je voudrais vous montrer la photo. C'est ce panneau, c'est pas celui-ci, c'est le suivant. Voilà, c'est ce panneau qui assimile Hitler et Netanyahou avec un jeu de mots problématique, selon moi, entre Netanyahou et Netanyahoud. Yaoud, ça veut dire juif en arabe. Donc il y a eu comme ça des panneaux un peu problématiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Oui, c'est un peu en petit. Mais je veux dire, de manière générale, ces manifs, est-ce que ça vous inquiète peut-être pas, ne revenons pas spécialement sur ces images-là, mais parce qu'il y a beaucoup de questions. En France, ils ont décidé d'interdire les manifs pro-palestiniennes pour risque de dérapage. Il n'en est pas question ici en Belgique, semble-t-il. Mais est-ce que ces manifs, est-ce que c'est un risque d'importation du conflit? Christian Lamouline d'abord, aussi brièvement. Je crois qu'il y a le droit de manifester, ça c'est un droit qui est consacré, on doit pouvoir le faire. Mais on doit pouvoir le faire aussi de manière telle que ça ne provoque pas de troubles à l'ordre public et que ça se fasse sereinement. Et donc je crois que si les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe sereinement, on doit prendre des mesures. Parce que sinon, ça n'a pas de conséquences. Le bourgmestre est responsable de cela, en effet, de l'ordre public sur son territoire et doit veiller. Mais donc c'est une question d'équilibre à atteindre et à obtenir. Vous pouvez renvoyer la patate chaude à Philippe Claus, alors, qui a beaucoup de manifestations. Peut-être que ça donnera l'idée à certains de venir à Berchem-Saint-Agathe. Séverine de Lavallée-vous, sur ces tenues de manifestation, une remarque? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait aucune raison de les interdire. Bien entendu, les gens ont le droit d'être dans la rue pour manifester leur projet, tant qu'il n'y a pas d'appel à la haine et pas d'appel à déranger l'ordre public. Donc ces deux manifestations étaient parfaitement légitimes. Moi, je regrette simplement qu'il y en ait deux. Moi, je rêverais d'une société qui se lève ensemble pour le respect du droit international et qui puisse dénoncer ensemble les crimes qui ont été commis et avoir une réflexion commune sur l'avenir de ce conflit. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible samedi, mais voilà, beaucoup de respect pour les personnes qui veulent exprimer leur solidarité par rapport à toutes les victimes civiles pour l'instant. Alors, oui, il reste encore les otages qui, eux, sont des victimes potentielles. La politique internationale, on y reste, puisqu'elle s'est invitée à Bruxelles avec cette venue un peu surprise du président ukrainien, donc à l'improviste cette semaine. Reportage sur cette journée, Gilles Joanneau et Anna Laouan, qui ont suivi Frédéric Chardon, un journaliste de La Libre, sur les pas de Volodymyr Zelensky. Cette accolade est symbolique. Elle est aussi exceptionnelle. Si c'est la seconde fois que Zelensky se rend à Bruxelles, cette rencontre avec les autorités belges est une première. Un invité important pour la capitale de l'Europe. Et bien entendu, pour Bruxelles, c'est toujours positif de pouvoir accueillir des personnalités telles que celle-là, mais ça s'inscrit dans le fait que Bruxelles est la capitale des capitales les plus importantes au monde, puisqu'elle accueille le siège de l'OTAN et le siège des institutions européennes. Ce matin, l'Ukrainien s'est d'abord rendu du côté de l'OTAN. Avec cette visite surprise, le président avait un message à faire passer. C'est important, nous avons parlé des priorités, comment pousser la Russie en dehors de notre pays, ce qui signifie la fin de la guerre. Qui dit invité exceptionnel dit protocole exceptionnel. À quelques kilomètres de là, les journalistes sont invités à se rendre au Palais d'Egmont avant la conférence de presse. Si ce lieu a été choisi, c'est pour une raison assez spéciale. Et pourquoi est-ce qu'on a dû faire tout ce détour dans Bruxelles? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de portail de sécurité, de scanner au niveau du 16 rue de la Loi et qu'il fallait passer par le Palais d'Egmont. Là, il y en a, pour des raisons simplement de sécurité. Donc. Après un petit trajet en bus pour se rendre au 16 rue de la Loi, la salle est pleine à craquer pour accueillir celui qui s'est dressé devant Poutine. Devant les journalistes, Alexander De Croo affirme son soutien. C'est vraiment un honneur que vous soyez ici, Monsieur Zelensky, et que vous veniez nous voir pour cette visite historique. Évidemment, nous sommes ici pour parler de l'aide de la Belgique et celle que nous allons continuer à donner dans le futur. Ce qui se matérialise par l'envoi de plusieurs F-16 d'ici 2025, un accord qui a satisfait Volodymyr Zelensky, qui a quitté Bruxelles dans la foulée.
Alors, Séverine Delavelay, un an et demi après le démarrage de l'invasion russe en Ukraine, est-ce qu'on est un peu dans une phase où on est un peu moins derrière l'Ukraine, où on réfléchit davantage, on a des problèmes financiers et où on va aider moins un pays comme l'Ukraine? Non, d'abord, j'espère que non, et tout montre que c'est plutôt le contraire. Je pense que la Belgique peut être assez fière de la réponse qu'elle a offerte à l'Ukraine. Parce que là, on parle de F-16, mais il y a l'accueil des réfugiés, bien entendu, et je pense que la Belgique a été assez exemplaire. Et on voudrait d'ailleurs que l'exemple de l'accueil des réfugiés ukrainiens puisse servir pour l'accueil d'autres réfugiés qui viendraient d'autres pays. Mais on est aussi à la pointe pour mettre fin au commerce des diamants russes. Là aussi, il y a quelque chose vraiment à faire en termes d'avancée politique, et la Belgique montre la ligne. Et puis enfin, il y a ce fonds de 1,7 milliard que la Belgique met en place pour soutenir, tant pour l'aide humanitaire que pour l'aide militaire si elle est nécessaire, l'Ukraine. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir du soutien, il faut continuer. Et en tout cas, comme écologiste, on est évidemment du côté des Ukrainiens partout où on peut. Est-ce que, Christian Damouline, est-ce qu'on en fait assez? Alors d'abord, je voudrais dire que je suis évidemment très satisfait du rôle international de Bruxelles. Je crois qu'on doit tenir notre rang et que le rôle international, en accueillant des institutions internationales, doit être évidemment un des axes de notre développement à Bruxelles. Ça me paraît très important. Même si on doit améliorer les portails de sécurité, apparemment. Exactement, visiblement. Oui. Alors maintenant, par rapport à l'Ukraine, donc j'expliquais tantôt à quel point je trouvais que cette décision sur les F-16 était vraiment un manque de crédibilité et tombait très mal. Mais pour le reste. Mais pour le reste, je crois qu'il faut continuer dans la voie dans laquelle on s'est mis. Il n'y a aucune raison de changer de cap. Les causes pour lesquelles on a agi, on s'est mobilisé, à savoir l'invasion de l'Ukraine et sa souveraineté et son indépendance, restent des causes évidemment actuelles. Et donc, je crois qu'on doit poursuivre l'effort dans cette direction. Est-ce qu'on choisit bien les aides que l'on donne aux pays étrangers? Il y a eu un débat dans le courant de la semaine, c'était plutôt les aides européennes, où un commissaire européen a décidé de dire on va arrêter les aides aux Palestiniens. Bon, finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puisqu'il a été repris par la ceinture par les autres commissaires et par les pays. Mais il y a toujours une question de savoir à quoi servent les aides, où vont les aides. Est-ce qu'on contrôle ça suffisamment, par exemple les aides ukrainiennes, les aides européennes vers les Palestiniens, est-ce qu'on contrôle ça suffisamment? Séverine Delavelay? Oui, alors ça, il faut vraiment insister sur le fait que la Belgique est extrêmement bien organisée quand il s'agit de suivre et gérer ce qu'on appelle son aide publique au développement, que ce soit du développement structurel ou de l'aide humanitaire. Et on a une excellente administration qui fait le choix et le suivi des différents projets qui sont soutenus. Donc oui, il y a une traçabilité et je pense que c'est très important que la Belgique puisse justement se montrer solidaire avec les populations qui subissent des pressions qui sont intenables, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine ou que ce soit dans ce qu'on appelle les crises oubliées. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet argent, ça ne devient pas des Kalachnikov qui reviennent à Bruxelles, comme on l'a dit pour l'Ukraine, ou que ce ne soit pas de l'argent qui serve à acheter des roquettes, comme on l'a dit, pour Gaza? Donc, comment est-ce qu'on fait pratiquement? Vous connaissez bien l'aide au développement. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens de le savoir, ou est-ce qu'on est un peu démunis par rapport à ça? Non, il y a des moyens de le savoir. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une corruption locale ou ce genre de choses, mais on a les outils. Les acteurs de terrain sont extrêmement bien outillés et extrêmement attentifs que les moyens publics qui sont mis à leur disposition arrivent bien aux bénéficiaires finaux, qui sont les populations les plus vulnérables. Donc on a les outils pour le faire et je pense qu'on peut largement avoir confiance en nos acteurs de terrain. Christian Damouline? Je connais peu le dispositif international, mais je crois que contrôle, évidemment, il faut y avoir, d'autant plus dans un conflit dans lequel il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Donc je crois que c'est d'autant plus important. Maintenant aussi, il ne faut pas être utopiste. On se trouve avec des pays qui sont en guerre, avec des situations très compliquées. Et donc moi, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut contrôler. Et puis, il y a des choses, vu la situation qui se passe dans le pays en question, qui sont difficiles à contrôler. Donc, à mon avis, vu les circonstances, il y a des limites au contrôle qu'on peut exercer dû à la situation sur le terrain et aux conflits qui existent. Donc, c'est un peu du fatalisme, là, ce que vous dites.
Il vaut mieux donner parce qu'au moins on pense qu'une partie servira. Il y a un moment donné où quand on fait le choix du soutien, il faut soutenir, et en sachant qu'il y aura un certain nombre de limites au contrôle fait par rapport à ce soutien. Est-ce que le timing pourrait devenir une limite parce que ce conflit précisément en Ukraine continue, n'a pas l'air de montrer des signes de retour. La Belgique, vous pensez, doit ou devrait ou va continuer à financer, à aider du même niveau, jusqu'à quand, oui. Mais qu'est-ce qui justifierait qu'on arrête à partir du moment où on a décidé de le faire parce qu'on pensait que c'était un certain nombre, pour un certain nombre de raisons, il fallait agir. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on arrêterait parce que ça dure trop longtemps. Il faut être cohérent avec soi-même. Alors si maintenant il y a d'autres changements liés à l'évolution de la situation sur le terrain ou sur place, ça pourrait entraîner une révision de la position. Mais a priori, je ne vois pas pourquoi on le ferait maintenant. Oui, j'avais vu un reportage, mais évidemment, c'est un reportage qui a toujours été prudent, mais où l'aide à l'eau, à Gaza notamment, ils démontaient les conduites et qu'ils transformaient une partie de ces conduites-là en missiles. Donc c'est clair qu'à la base, j'imagine que le suivi est bien fait, mais après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, évidemment. Une dernière réaction là-dessus, Séverine de Lavelay? Ce qui est plus difficile à suivre sur le terrain, c'est où vont être utilisées les armes qu'on confie. Ça, c'est une chose. Sur l'aide publique au développement, oui, on peut toujours trouver un ou deux exemples. Je rappelle qu'on continue à soutenir les populations en Afghanistan, où ce ne sont pas les enfants de cœur qui sont à la tête. Et en tout cas, on se donne les moyens pour se donner le maximum de garanties possibles. Alors, le sans-faute n'existe peut-être pas, mais je pense qu'on ne doit pas rentrer trop dans des trop grandes préoccupations sur le fait que notre argent public va vraiment aider les populations qui en ont besoin. Alors parlons de justice, on a déjà un peu parlé tout à l'heure de cela, ça patine à Bruxelles, on n'est pas parvenu à se mettre d'accord entre membres du Conseil supérieur de la justice pour nommer à la fois un nouveau procureur général, patron du parquet de Bruxelles, et à la fois un chef de corps pour la cour d'appel. Blocage donc entre néerlandophones et francophones au sein de ce Conseil. Le politique apparemment se sent un peu impuissant. Que faire? Avis tranché du député des Filles, Michael Vossart, c'était dans Bonjour Bruxelles cette semaine. C'est du chantage. On sait très bien que le parquet à Bruxelles, il est fort sollicité. On doit pouvoir faire en sorte qu'on puisse lutter contre le sentiment d'impunité. Lutter contre le sentiment d'impunité, c'est faire en sorte qu'on traite rapidement les affaires. Ici, il est clairement, on sent le conflit communautaire latent. Et je crois qu'ici, on doit être lucide. On ne doit pas tomber dans ces travers-là. On doit voir ça encore une fois au niveau de l'efficacité, au niveau des compétences et puis dans l'application de la loi. Alors je sais que à la fois Maxime Timmermans et Sophie Réauny vont réagir et notamment donc le président de Défi en périphérie et la députée tout à fait, et Sophie Réauny va interpeller le ministre de la Justice par rapport à la situation. Ça vous déçoit de la part de magistrats qu'on en soit encore à ces réflexes communautaires? En tout cas, nous, on a toujours plaidé pour faire en sorte qu'il y ait le respect de la loi. On se souvient de l'accord de la 6e réforme de l'État où on a scindé Bruxelles à Vilvoorde et notamment l'arrondissement judiciaire où il y a une forme de compensation, modeste compensation, d'avoir une forme d'alternance entre le procureur du roi et le procureur général, d'avoir un francophone et un néerlandophone et d'avoir deux arrondissements distincts au niveau du parquet. Alors, moi, si certains veulent recommencer la guerre communautaire, on va pouvoir reparler alors d'autres équilibres. On sait que notamment au niveau d'autres compétences fédérales, je peux penser à la défense en particulier, où il y a des grands déséquilibres dans les hautes fonctions. Alors je pense que c'est un dossier qu'on ne peut pas rouvrir comme ça, parce qu'il y aura d'autres conséquences. Donc Défi a toujours été dans la logique de la compétence, de respect des accords, malgré, et là on avait toujours contesté, l'application de la 6e réforme de l'État. Alors, est-ce que, Christian Lamouline, il y a une guerre communautaire? Est-ce que les magistrats sont instrumentalisés par des partis politiques? Alors, mon constat, c'est que le parquet de Bruxelles est le plus grand parquet du pays. Il manque d'effectifs. Il n'a pas de procureur de roi depuis, je crois, 2 ans et demi. Enfin, il en a un qui fait fonction. Qui fait fonction. Un néerlandais. Voilà, mais il n'a pas de procureur du roi en titre. Nous voyons à présent qu'il y a le blocage par rapport à la désignation du poste de procureur général de Bruxelles, c'est-à-dire la direction de la politique pénale. Et donc, on ne sait pas combien de temps ce blocage va tenir. Et mon constat, c'est que donc la justice à Bruxelles, elle manque de moyens, mais elle est aussi désorganisée. Et surtout, nous sommes pris en otage par des questions communautaires. Et pour moi, le communautaire ne peut pas l'emporter sur la sécurité, sur la justice. C'est insupportable. Et donc, pour moi, il faut rapidement que des initiatives soient prises pour sortir de ce blocage. C'est pas explicable aux gens. On peut pas expliquer aux gens qu'on se bat pour les protéger, pour la sécurité, si on n'a pas
des institutions judiciaires qui fonctionnent correctement avec des personnes désignées à Bruxelles. Mais Séverine de Lavelay, est-ce qu'on ne s'est pas un peu installé nous-mêmes dans le problème? Parce qu'en disant qu'il faut 50% de francophones, 50% de néerlandophones, de manière générale, alors qu'on sait très bien que du côté francophone, il n'y a pas assez de bilingues. Donc finalement, comme l'enseignement du néerlandais pose problème, finalement, on n'arrive pas à ces 50%. Alors, il faut bien se rappeler qu'il y a quelques jours encore, il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a confirmé que la Belgique viole le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Donc, et notamment à Bruxelles. Spécifiquement lié au dispositif du parquet bruxellois. Il y a un moment où il va falloir répondre à ces problèmes qui sont récurrents. Et effectivement, se retrouver avec des guéguerres communautaires n'a pas de sens. Les gens ont besoin de sentir qu'il n'y a pas d'impunité. Sinon, on va perdre en crédibilité et en efficacité de nos systèmes judiciaires. Quelle solution? Parce qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Alors, c'est bloqué, si ce n'est que je ne suis pas aux côtés du ministre de la Justice, mais il travaille à une solution et le ministre de la Justice doit venir avec une solution. C'est juste pas possible. On ne peut pas se contenter, mois après mois, d'avoir des auditions du ministre à la Chambre où mes collègues l'interpellent sur les mesures de crise du parquet bruxellois et tous les impacts que ça a, quand on sait qu'il y a notamment de tout ce qui est des dossiers de criminalité économique et financière, c'est un quart des dossiers qui ne sont pas traités. Donc vous faites pression, Écolo fait pression au sein de la Vivaldi sur le ministre de la Justice pour qu'il trouve une solution. Ma collègue Claire Hugon l'interpelle quasi chaque semaine en commission. Ah oui, et au sein du gouvernement, Écolo s'y trouve. Je sais qu'il travaille à trouver des solutions auprès du ministre de la Justice et j'espère que le ministre va trouver des solutions. Oui. Christian de la Mouline, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je crois que le blocage vient de la 6e réforme de l'État et de la scission, la fameuse scission BHV au niveau judiciaire, et qui a eu comme conséquence qu'un compromis boiteux a été élaboré sur de l'alternance à des hautes fonctions. Et force est de constater, quand on est dans la pratique maintenant, que ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que le gouvernement fédéral ait le courage de déposer un projet de loi modificatif, correctif, pour résoudre ce problème. Et je crois même que la région, le ministre-président, devrait faire pression, parce que ça concerne Bruxelles, auprès du fédéral pour que ça bouge. Je me réjouissais de voir Philippe Claus ce matin qui sortait en disant « c'est pas acceptable, il faut bouger ». Mais je crois que la pression doit être faite, il y a des solutions, il faut avoir le courage politique de les proposer. Vincent Liévin. Il y a une urgence, d'autant plus qu'il y a 15 jours, quand je l'interrogeais, le juge Claes répétait qu'il y a plus de décès criminalité à Bruxelles qu'à Anvers. Donc il est temps d'avoir une politique claire sur le terrain. Je ne dis pas que celle qui actuellement n'est pas claire, mais il n'y a pas de dirigeants qui ont plein pouvoir. Donc je crois que c'est vraiment urgent. Eh bien, on va terminer l'émission avec les coups de cœur. Alors, Aurore voulait parler d'un chien. Mais oui, pas le mien. Quel chien? Mais pas le mien, celui de François Skeutens qui a sorti une bande dessinée il y a quelques semaines, plutôt un carnet de dessins il y a quelques semaines en hommage à son chien. Son chien disparu. Qui est assez, enfin, l'ouvrage est extraordinaire et je trouve que c'est un livre à offrir, à conseiller, à lire soi-même, mais surtout si vous croisez des gens qui vivent cette période, je trouve que ça a vraiment un côté d'accompagnement et les dessins sont évidemment magnifiques, mais voilà, c'est vraiment mon coup de cœur et si vous ne savez pas quoi lire ce week-end, voilà. Je vous le conseille. Mais donc après le chat dont on a parlé tout à l'heure, que l'on peut lire aussi, on passe au chien. Ce chien s'appelle Jim, hein, c'est exactement. Ça. Voilà. Vous, Vincent, vous vouliez parler d'une pomme. Oui. On va la voir. Oui, bien sûr, mais allez-y déjà. Ah, pardon. Oui. La voilà. Mais plus que jamais, dans une période aussi troublée, moi je dis, allez au musée, découvrez de la culture, allez avec vos enfants lire et voir du théâtre, même un opéra, parce que plus que jamais, il faut se nourrir pour affronter les défis qu'on rencontre aujourd'hui dans l'actualité parfois sombre. Donc la pomme, c'est la pomme pour le musée Magritte. Oui, mais j'avais vu la photo. Oui. Alors, moi, je voulais vous donner 2 coups de cœur. C'est moi qui présente, c'est moi qui décide. Alors, l'éducation aux médias, d'abord. À partir d'aujourd'hui se tient la semaine de l'éducation aux médias. De nombreuses activités sur ce sujet sont prévues un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour plus de renseignements, il suffit de se rendre sur le site ou les comptes du CESEM, le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Et aussi, je voudrais vous parler de l'almanach belge dit de Liège. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet almanach, il est tout petit. Voilà, parce que là, on en voit une photo, mais je peux vous le montrer comme ça en studio pour vous voyez son format. Il est tout petit, mais il y a plein de choses dedans. Il fête ses 200 ans, il n'a rien de liégeois, hein, mais on y trouve plein de petites informations, comme les dates des plantations tout au long de l'année.
les anniversaires, les événements à ne pas manquer, l'horoscope, plein de choses. C'est l'almanach qui est édité par Casterman, c'est donc l'almanach belge dit de Liège. Et je vais me tourner vers les invités. Si eux ont un conseil pour ce dimanche, par exemple, pour demain dimanche, est-ce qu'il y a une balade à faire à Forêt, peut-être, Séverine de Lavelay? Eh ben, alors, si on parle de Forêt, je vous invite à venir voir l'exposition Intime Estime qui est proposée par la SBL Douche Flux, donc qui travaille avec les personnes dites sans abri, même si c'est souvent des réalités plus mixtes que ça. Et donc, c'est au Centre culturel de Forêt. Si vous ne le connaissez pas, venez le voir. Ça s'appelle le Brass. Et cette exposition est très intéressante parce qu'elle montre la réalité des femmes qui vivent dans la rue sous différentes facettes. Et je pense que c'est vraiment important quand on est bruxellois et bruxelloise de s'intéresser à cette réalité-là qui est souvent invisibilisée. Et donc, c'est une très belle exposition, très, très humaine et très poétique derrière la noirceur de ce qu'elle touche. Tant qu'on parle de Forêt, quand même une petite question, parce que vous êtes candidat de bourgmestre, j'ai dit vous serez tête de liste écolo à Forêt. Il y a une bourgmestre pour l'instant écolo qui, elle, ne sera pas tête de liste, vous avez été choisie. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte le Parlement fédéral pour la vie communale? Qu'est-ce qui vous intéresse de plus à la commune que le fédéral n'avait peut-être pas? Alors, je ne pense pas que ça se pose comme ça. Je pense que quand on fait de l'écologie politique, on sait qu'elle se décline à tous les niveaux de pouvoir. Et quand on travaille sur la question de la transition écologique et sociale, au niveau communal, on sait qu'on est en première ligne pour répondre aux besoins des personnes. Et je trouve que c'est un niveau de pouvoir qui a vraiment qui a besoin d'être renforcé. Et je préciserai une petite chose par rapport à ce que vous avez dit. Si je suis candidate tête de liste, c'est bien parce que Mariam Elamidine a souhaité ne pas l'être et ce n'est pas à sa place. D'accord. Christian Lamouline, d'abord le coup de cœur, une balade à Berchem-Saint-Agathe ou pas loin? Alors, pas dimanche, mais en tout cas samedi, on reçoit le titre de commune du commerce équitable et donc on inaugure une plaque sur notre place centrale et on suit ça d'une réception et puis d'une pièce de théâtre sur le procès du commerce équitable qui a lieu au centre culturel. Et donc c'est samedi soir. Il ne faut pas la rater. Exactement, c'est ce soir. Oui. Et vous aussi, une petite question sur Berchem-Saint-Agathe. Vous représentez. Et donc, est-ce que 6 ans, ça ne suffit pas? Il faut en faire 12? C'est ça l'idée? Alors, d'abord, je n'ai pas 6 ans, je vais arriver... Donc d'abord, les élections sont dans 1 an. Donc au moment utile, je me présenterai, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ah, vous n'allez pas vous présenter? Non, je serai candidat à ma succession, mais il y a encore du boulot à faire et il reste 1 an pour les élections communales. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans 1 an, j'aurai 4 ans comme bourgmestre, donc pas 6 ans. Et donc, bien entendu, avec tous les projets qu'on a lancés, le contrat de quartier durable qu'on a obtenu de la région et des tas d'autres choses, je souhaite pouvoir continuer l'action, en effet. Encore de boulot. Voilà. Vous n'en avez eu que 4. Au service des Berchémois. Il n'y en avait pas assez, en fait, c'est ça. 4 ans, ça ne suffisait pas. Moi, j'ai de l'énergie et il y a beaucoup de choses à faire et le programme n'est pas fini. Et vous vous retrouvez dans les engagés d'aujourd'hui? Parce qu'il y a 4 ans, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, on a adopté un nouveau programme, donc on a eu du mal à se démarquer. Il faut le programme, mais il faut aussi les personnes pour l'incarner. Maintenant, on annonce les personnes qui vont porter ce projet, et puis on voit qu'il y a un engouement. Donc, c'était les 2 facettes de la même pièce. Et donc, moi, je crois qu'en effet, les engagés ont de l'avenir. Merci à tous, merci à toutes. On se retrouve la semaine prochaine.